Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français à l'étranger et la francophonie. Oui, bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Beaucoup de questions sur la table. Le tourisme a été l'un des secteurs qui a le plus souffert de la crise liée au Covid. Où en est-on aujourd'hui avec la reprise, hôtels, restaurants et toutes les activités touristiques? Alors écoutez, grâce à la vaccination qui est montée en puissance, grâce au pass sanitaire, on a pu passer une saison estivale, je dirais, non seulement normale, avec des activités qui sont restées ouvertes, etc., mais avec un vrai retour des clientèles européennes de proximité. Je peux vous dire qu'on a eu finalement quasiment plus de Belges que d'habitude, pareil pour les Suisses, les Allemands, bref. La France, par son emplacement géographique, fait que toutes ces clientèles qui cherchent aussi à voyager plus en circuit court, se sont tournées vers notre pays qui a, c'est vrai, qui en a sous le pied, qui a de la ressource, avec une diversité de alors, paysages. Quand vous dites la clientèle internationale est revenue, alors européenne de proximité. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'on a des estimations et des chiffres sur la clientèle internationale en règle générale, quoi? Alors, les Américains, les Asiatiques, par exemple. Les Américains, à la fois Américains des États-Unis, Canadiens, ont commencé à revenir cet été. On l'a vu parce qu'on a mis en place au Quai d'Orsay une cellule pour pouvoir convertir leur certificat de vaccination en passe sanitaire. Parce que ces gens-là, quand ils viennent, il faut qu'ils puissent avoir accès aux activités. Et on a vu que 70% de la demande pour ces passes, elle venait du continent nord-américain. Donc les Américains sont de retour et c'est d'ailleurs ce que me disent tous les capteurs dans l'hôtellerie qui accueille les clientèles internationales. En revanche, du côté de l'Asie, ça reste durablement entravé parce que les conditions de retour en Asie sont très strictes, posées par les pays asiatiques eux-mêmes. Vous savez, un certain nombre d'entre eux ont ces stratégies dites zéro Covid. Et par conséquent, c'est vrai qu'à mon avis, on en a encore pour plusieurs mois avant de pouvoir voir revenir ces clientèles. Il y a néanmoins des signaux intéressants de façon globale. C'est que le tourisme événementiel, le tourisme des salons, des foires, des séminaires, repart. C'était un moteur qui était à l'arrêt et qui notamment pénalise les métropoles, Paris, l'Île-de-France. Et j'avoue que depuis le mois de septembre, ça y est, on inaugure un certain nombre d'événements qui font revenir des clientèles d'affaires, là aussi européennes ou internationales. Oui, bon, mais alors, il n'y a pas de chiffres en fait sur la clientèle internationale parce que d'habitude, on a environ 80 millions de visiteurs par an. Non, je peux vous donner la cible qu'on s'est assignée. On espère avoir entre 40 et 45 millions de touristes internationaux sur l'ensemble de l'année. Mais vous voyez que on n'est pas loin là. Ça veut dire que on est quasiment, on divise par deux par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, mais parce que le tourisme, vous l'avez dit, il a été touché de plein fouet et donc c'est un retour progressif à la normale. Alors avec Atout France, notre opérateur, on met les bouchées doubles en termes de promotion sur les marchés internationaux. Par exemple, là, la saison d'hiver arrive, on a mis 2 millions d'euros supplémentaires pour pouvoir attirer les skieurs chez nous. Voilà, donc on continue à être offensif et actif. Quelles seront les conditions justement pour les touristes étrangers qui vont venir et pas que les touristes étrangers, mais pour les stations de sport d'hiver? Parce que là, on est à quelques semaines de l'ouverture et il y a beaucoup d'interrogations des professionnels du secteur. Alors, certaines d'ailleurs ont déjà ouvert. Le week-end dernier, Tignes, le glacier de Tignes était skiable. Le week-end prochain, du côté des Deux Alpes, ils vont ouvrir pour les vacances de la Toussaint. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, les stations sont dans le droit commun national, c'est-à-dire que si vous êtes dans un restaurant, dans une station, on vous demandera votre passe sanitaire. Si vous allez en boîte de nuit dans une station, on vous demandera votre passe sanitaire. Donc voilà, ils sont soumis aux mêmes règles. Mécaniques, Et pour les remontées mécaniques, à ce stade, je précise bien à ce stade, et à Tignes, ça a commencé sans le pass sanitaire, parce que pour l'instant, il n'est pas prévu, mais il faut en tous les cas ne pas l'exclure, parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a vu cet été avec de nombreuses activités. Et il faut être attentif. Il n'est pas exclu que vous mettiez que les passes sanitaires pour prendre les remontées mécaniques. Non, mais clairement, c'est une réflexion. C'est une réflexion qui est en cours. On se pose la question et on apportera la réponse prochainement, naturellement. Parce que, pourquoi? Regardez, il y a un marché très important pour le ski français, qui est le marché britannique. On voit qu'en Grande-Bretagne, le taux d'incidence et le nombre de cas est très élevé. On en est à entre 40 000 et 50 000 cas par jour. Par ailleurs, on voit que aussi en France, il y a une légère augmentation du taux d'incidence. Et donc, par conséquent, moi je pense que en écoutant les professionnels du ski, ce qu'ils souhaitent, c'est
avoir l'assurance de rester ouvert. Et peut-être qu'avoir l'assurance de rester ouvert, c'est aussi mettre en place à le moment venu ce pass sanitaire. Les travaux sont en cours. On est en train de travailler au protocole avec ce qu'on appelle le CIC. Pardonnez-moi d'être un peu technique. Il y en a qui vont se dire mais il n'y a plus de liberté même pour aller faire du ski, pour aller dans les remontées mécaniques et sur les pistes. On se détend. Aujourd'hui, 85% de la cible vaccinable est vaccinée. Et en réalité, la plupart des gens qui doivent se rendre en station, ils prennent quoi? Ils prennent un TGV. Ceux qui viennent de l'étranger, ils prennent un avion. Donc, ils sont soumis de fait au pass sanitaire. Donc, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur ces détails et ces modalités. C'est important pour les professionnels, mais le message pour les clientèles, il est simple. C'est que la montagne française, écoutez, elle veut leur dérouler le tapis rouge. Les professionnels se sont préparés. On espère que la neige sera au rendez-vous pour pouvoir à nouveau retrouver les joies et les sensations de la glisse. Jean-Baptiste Lemoine aussi, nous sommes à la veille des vacances de la Toussaint. Il y a des réservations qui marchent plutôt. Je crois qu'on est à environ 40%. Est-ce que vous conseillez aux Français, vous les encouragez à aller sur les lieux de vacances là, dans les jours qui viennent, ou est-ce qu'ils vont partir aussi un peu à l'étranger pour certains d'ailleurs pour cette fin d'année? Alors sur la Toussaint, c'est plutôt traditionnellement des vacances qui sont en France et je dirais un peu familiales. Ce qu'on constate, c'est que quelques chiffres, très bon taux de réservation du côté de l'hôtellerie de plein air. Ils sont à, tenez-vous bien, plus 49% en réservation sur la Toussaint par rapport à 2019, qui elle-même était un bon cru. Idem pour les gîtes de France, sur octobre, ils sont à plus 8 points par rapport à leur moyenne traditionnelle. Donc on voit que l'envie de souffler est toujours là. Et s'agissant des vacances de Noël, ce que je peux vous dire, c'est que, puisque j'étais la semaine dernière aux côtés des professionnels du tourisme au salon IFTM Top Resa, donc c'était l'occasion de voir toutes les destinations, les réservations montent en flèche pour les destinations soleil, et notamment, effectivement, parfois sur des destinations étrangères, mais d'ailleurs le tourisme français, c'est faire venir en France, mais c'est également des professionnels français qui s'occupent de faire en sorte que les agents de voyage, que les séjours des Français se déroulent bien à l'étranger. Et donc c'est vrai qu'un certain nombre de destinations aux Antilles, dans l'océan Indien, rencontrent beaucoup de succès en ce moment. Un mot des aides, parce que certains disent oui, mais ça n'arrive pas forcément aussi vite que prévu. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors les aides, depuis le début, on a mis le paquet. Le président de la République, il a été clair, il a voulu qu'on préserve les emplois, les talents, etc. On en est à 38 milliards sur le secteur du tourisme. Je dis, c'est pas rien, quoi. 38 milliards ont été versés. 38 milliards d'euros. Alors, entre les subventions, les fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, c'est un ensemble. Et s'il y a des problèmes, ça arrive parfois que certains disent, ah là là, mon fonds de solidarité, tel mois, il n'a pas été versé. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, c'est simple, je vous donne mon mail, vous m'envoyez ça directement. Jean-baptiste.lemoine@diplomatie.gouv.fr, parce qu'on s'occupe avec mon cabinet, avec celui d'Alain Griset, naturellement, et bien que le versement se passe dans les meilleures conditions. C'est ça, service public, c'est aussi apporter des solutions. C'est cash, parlons vrai sur Sud Radio, vous nous donnez votre mail, c'est très bien, je pense que vous allez en avoir quelques-uns. Dites-moi, est-ce que vous êtes impuissant face aux plateformes comme Booking et Airbnb? On a vu que finalement c'est la ville de Paris là, qui s'est attaquée à Booking, qui a été condamnée. On a l'impression que l'État est impuissant. Ah bah attendez, alors vous n'avez pas tout suivi là? Non. Il y a une loi Elan qui a été adoptée en 2020. Cette loi Elan, justement, elle met en place des sanctions parce que par le passé, la loi a prévu d'obliger à ce que les meublés soient déclarés, mais ce n'était pas forcément assorti de sanctions. Nous, on a mis des sanctions. Et c'est ce qui permet d'ailleurs aux juges aujourd'hui de sanctionner les plateformes qui soit mettent en ligne des annonces qui ne sont pas numérotées, qui n'ont pas reçu un numéro, soit parfois des annonces qui ont dépassé le seuil, le plafond de location de 120 jours par an. Et donc tout ça, c'est ce gouvernement qui l'a fait. Et donc on n'est pas en arrière de la main. On a l'impression que ce sont les municipalités, les métropoles qui elles-mêmes essayent d'encadrer en fait les choses localement. Mais parce que tout cet enregistrement des meublés se fait au niveau local. Et donc par conséquent, lorsqu'il y a des manquements, c'est au niveau local qu'il est constaté. Maintenant, vous savez, les plateformes, ce sont des outils. Il y en a qui peuvent mieux se comporter que d'autres. Et puis surtout, nous, on a fait le choix, par exemple, avec la Banque des Territoires, de lancer notre propre plateforme. Alors, non pas pour la dimension hébergement, mais pour mettre en avant les activités touristiques nationales. Par exemple, le petit site de canoë-kayak, la grotte qui veut... Voilà. Et donc, ça s'appelle Alentour. Alors, c'est pas une application, mais Alentour va permettre à tous les offices de tourisme, aux hôtels, etc., d'avoir en marque blanche sur leur site toutes les activités qui sont alentour. C'est le cas de
le dire. Mais dites-moi, Jean-Baptiste Lemoyne, vous cherchez de l'argent parce que vous en avez besoin, parce que le chéquier était quand même de sortie pendant la crise sanitaire et puis même au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de les taxer un petit peu plus quand même, ces plateformes, pour qu'il n'y ait pas aussi une concurrence faussée? Il y a des collectifs qui sont montés dans le Pays Basque que vous connaissez bien, par exemple. Quoi. Bien sûr, mais alors, plusieurs choses. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, on a atteint enfin un accord, et la France ça fait 3 ans que le président de la République, que Bruno Le Maire sont très actifs là-dessus pour mettre en place justement une taxation sur les fameux GAFA. Et ça, on y est arrivé. Alors nous, on a porté le combat non seulement national, après en européen, et maintenant on a eu ce consensus international. Donc pour la première fois, il va y avoir au moins cette taxation minimale, donc c'est hyper important. Vous voyez qu'on ne reste pas les bras ballants. Et ce qu'il faut, c'est quand on voit une situation qui n'est pas satisfaisante, on s'en empare à bras le corps, et tout ça, attendez, c'est du boulot, il faut aller chercher les États, il faut faire des coalitions, etc. Eh bien, on y est arrivé. Un mot sur les paysages et l'environnement, parce que c'est important, évidemment, quand on est en charge du tourisme. Que pensez-vous des éoliennes? Il y a par exemple un auditeur qui nous dit je voudrais bien connaître l'avis du ministre quand il voit des éoliennes, par exemple, dans notre beau département, dans l'Aude et dans l'Ariège, qui défigurent ce paysage. Je vais vous dire, il en faut sûrement un peu, mais il faut bien choisir les endroits. Et surtout, moi, je dois dire qu'il y a des endroits dans lesquels on en a mis trop. Enfin, moi je vois dans mon département de l'Yonne, franchement, je pense qu'on a suffisamment cotisé à l'impôt révolutionnaire éolien, parce que il se trouve qu'à un moment, et voilà, certains gouvernements précédents portent une responsabilité. On a dessaisi, la loi a dessaisi les élus locaux de leurs compétences de ce point de vue-là. C'est uniquement le préfet qui décide, les avis ne sont consultatifs, et donc je trouve que c'est problématique. Voilà, et on voit d'ailleurs que les énergies renouvelables, c'est indispensable, mais il y a aussi de nouvelles formes qui se développent, l'hydrogène vert, le photovoltaïque, etc. Donc vous dites attention quand même bien sûr. aux éoliennes, quoi. Ce qui fait la richesse de la France, c'est ces paysages. Regardez, on a des paysages de dingue, et donc il ne faut pas les abîmer. Voilà. Un mot aussi sur Emmanuel Vargon, qui a dit stop en fait aux maisons individuelles. Il faut revenir plutôt à du collectif. Alors je crois que elle s'est expliquée. En fait, ah ben non, mais quand même elle le disait clairement. Les réseaux sociaux ont un peu aussi déformé ça et un peu travesti sa pensée. Je crois que, je veux dire, dans l'imaginaire. Vous connaissez bien la France en fait. Mais dans l'imaginaire français, la maison et le jardin, bah oui, c'est quelque chose auquel tout un chacun aspire. Je crois que ce qu'elle visait, et elle l'a dit d'ailleurs, c'est qu'il y a pu avoir dans les années 60-70 parfois des lotissements qui ont été mis en place au milieu parfois de nulle part, et que du coup ça posait des problèmes de raccordement, de réseau, etc. Et donc voilà, je crois que elle a précisé sa pensée, mais ce qui est clair, c'est que voilà, les Français, on a cet attachement à la propriété, et c'est tout à fait souhaitable, et c'est normal de vouloir avoir son toit. Oui, on n'a pas envie de voir la Corée ou le Japon partout, quoi. En fait, c'est ça, avec des grandes tours, quoi. Ah, c'est pas notre modèle, non. Oui, dites-moi un mot de politique. Vous venez des rangs de la droite. Vous avez été l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron. Quel regard vous avez sur les LR là qui vont tenir leur congrès? Écoutez, est-ce qu'il faut s'exprimer sur son ancienne famille politique? Moi, j'ai rejoint le président de la République parce que j'ai constaté qu'il voulait faire à l'échelle XXL, à l'échelle française, ce que moi j'ai conduit à l'échelle micro, municipale ou départementale. À un moment, c'est faire en sorte de réunir des gens qui, peut-être ont des nuances sur tel ou tel sujet, mais globalement sont d'accord sur un projet pour leur pays. Et c'est vrai que, autour du président de la République, vous avez à la fois des gens qui viennent de la droite comme Gérald Darmanin, des gens qui viennent de la social-démocratie comme Jean-Yves Le Drian. Eh bien, le principal, c'est qu'on regarde dans la même direction. Oui, mais donc, on a du mal peut-être aussi à emmener des réformes, parce qu'on a des gens de gauche, des gens de droite qui ne s'entendent pas, quoi. Ah non, au contraire. En plus, un Édouard Philippe qui va constituer son parti. Moi, je trouve que il y a une ambiance qui est incomparablement plus saine que ce que j'ai connu par le passé, avec des écuries dans tous les sens, etc. Non, franchement, là, je peux vous dire qu'il y a un patron, il y a un taulier, c'est le président de la République, et donc on est tous derrière lui, quoi. Voilà. Édouard Philippe, vous craignez justement, vous seriez prêt peut-être aussi à le rejoindre dans sa famille? Édouard Philippe a fait un choix à l'époque qui est différent de celui qu'avec Sébastien Lecornu ou Gérald Darmanin nous avons fait, qui est nous avons adhéré à la République En Marche, parce que on a bien vu que c'était justement le souhait de dépassement, d'unir les meilleures bonnes volontés. Et à l'époque, Édouard Philippe avait dit moi je n'adhère à aucun mouvement, aucune structure. Donc
voilà, aujourd'hui, il développe sa pensée, sa philosophie à travers une nouvelle structure. Mais moi, je me réjouis qu'il ait annoncé la couleur en disant tout ça, c'est aussi pour la réélection du président de la République. Et tant mieux si on peut faire venir aussi au président de la République dans les 6 mois qui viennent, des gens qui se sentent un peu déboussolés, qui se sentent peut-être un peu orphelins à droite et qui pourraient se retrouver dans ces valeurs. Orphelins à droite, c'est pour ça qu'il y a l'explosion d'Éric Zemmour, justement, dans les intentions de vote. En fait, il y a manifestement, en tous les cas, des appareils partisans qui, depuis 2017... ont été pas mal chahutés, à droite comme à gauche. Regardez, à gauche, un PS qui part en capitolotade, et à droite, à la fois, effectivement, DLR qui finalement sont tiraillés, parce que moi j'ai connu une famille politique de droite et du centre-droit qui allait à l'époque des centristes aux souverainistes, et où tout ça arrivait à bien vivre. C'était le début des années 2000. Et puis depuis, après, ça a été d'exclusion en exclusion, un rétrécissement, un rabougrissement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans ce phénomène qui va aller au bout, avec une partie de la droite qui va plutôt se reconnaître dans la démarche du président de la République, et puis d'autres qui sont plutôt séduits par une forme de souverainisme et qui risquent effectivement d'aller vers Éric Zemmour. Mais je pense que du coup, cette droite n'a plus l'espace central qui était le sien, parce qu'elle a fait aussi le choix de courir après les lubies d'autres. Oui, merci Jean-Baptiste. Moi, un dernier mot, parce qu'on a parlé en fait du bilan, 38 milliards de mis sur la table. Ceux qui ont contracté des PGE, ils devront rembourser ou pas? Ou s'ils sont dans la mouise on essaye d'éviter toutes les faillites, tous les dépôts de bilan. Donc on travaille avec Alain Griset, avec Bruxelles, pour trouver éventuellement des solutions, éventuellement arriver à décaler, à élanger la maturité. Mais on a mis en place des outils. Le prêt tourisme, je le signale à vos auditeurs, ça permet d'avoir une maturité plus longue, 10 ans, un différé de paiement de 2 ans. Donc voilà, ça fait partie des outils qu'on met en place. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie.